Et la situation au Tigray n'a pas beaucoup évolué, pas beaucoup changé. Ils étaient toujours encore exploités, toujours un petit peu dans la misère, toujours en train dans la pauvreté, quoi. Hein. Rien n'avait évolué. Donc, il y a les deuxièmes Voyanais qui ont été créés. Et les deuxièmes Voyanais ont été créés dans les années 1970. Et ça s'appelait l'Organisation nationale du Tigray, l'ONT, hein, quelque chose comme ça. Et ça a été créé en 1970. Et ils ont continué à se révolter. Ensuite, ça a duré à peu près 5 ans. Et le TPLF a été créé par la suite en 1975. Donc de 70 à 75, il y a eu toujours des mouvements de deuxième Voyanais, et à ce moment-là, l'ONT, ce qu'on appelait l'Organisation nationale du Tigray, a été créée, et 5 ans après, ça a été remplacé par le TPLF, le Front national de libération du Tigray, hein, le TPLF, quoi. Donc le TPLF, lui, s'est vraiment occupé de défendre le Tigray, et puis il y a toujours des luttes qui ont continué en permanence jusqu'à l'avènement du Derg. Et à l'avènement du Derg, le TPLF s'est battu contre le Derg. Donc le TPLF, qui se trouvait au Tigray, en majorité c'était des Tigrayens. Bon, pas que, mais il y avait la majorité des Tigrayens, et se sont battus contre le Derg, parce que la politique du Derg, lui, c'était une politique plutôt tendance marxiste, léniniste, enfin communiste, hein, c'était très clair, et qui n'arrangeait pas les choses. Même si le Derg se battait aussi contre Haïlé Sélassié, hein, contre la même chose. Mais c'était pas les mêmes voies, hein, c'était pas le même objectif. Mengistu, quand il a pris le pouvoir, lui, son objectif, c'était de prendre le pouvoir et instaurer une politique communiste, quoi, hein, c'est-à-dire un régime marxiste-léniniste. Le TPLF, c'était pas tout à fait ça. Le TPLF, lui, se battait pour la liberté du Tigray. Il se battait pour que le Tigray se développe, pour que le Tigray soit libre. Le Tigray n'a jamais été vraiment libre. Donc ils se sont bien battus, la population a bien suivi, et d'ailleurs la plupart des gens qui se battaient, c'était des gens du Nord, les Tigrayens, hein. Addis Abeba, à part contre Mengistu, ils se battaient pas pour le TPLF ou le Tigray, hein, loin de là. Ensuite, comme le Tigray s'est bien battu et a bien défendu sa cause, Mengistu, a été battu. Ils ont envahi la capitale, ils ont pris les choses en main, et à partir de là, on connaît la suite, la fuite de Mengistu avec toute l'économie du pays, l'or du pays et tout, et puis voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est le TPLF et le Tigray qui a pris les rênes en main de l'Éthiopie. On peut arrêter là. Une fois la prise du pouvoir par le TPLF, pas le TPLF, les Tigrayens, hein, je veux dire tous les combattants, tous ceux qui ont combattu. Mais il fallait bien quelqu'un dirige. Donc, qui dirigeait? C'est le TPLF, puisque c'est le TPLF qui voulait sa liberté, et ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, libération du Tigray. Donc, une fois que le Tigray était libéré, après il fallait bien commander l'Éthiopie, puisque l'Éthiopie était à feu et à sang, comme on dit, puisqu'ils se bagarraient partout. Donc le TPLF a pris les choses en main, ils ont choisi un chef. Le problème, c'est que le chef, c'était pas facile à désigner, parce que personne voulait prendre le pouvoir à l'époque. C'est pas comme Mengistu. Hein. Ils ont voté, ils ont désigné quelqu'un, ils savaient pas qui mettre, et puis finalement ils sont tombés sur Meles Zenawi. Meles Zenawi, lui, c'est un grand combattant, puisqu'il a dirigé une partie du TPLF, c'était même un des principaux dirigeants, il n'y a pas que lui, hein, mais il faisait partie. C'était un étudiant en médecine,
qui voulait reprendre ses études, qui voulait refaire comme tout le monde, il voulait pas faire de politique ni quoi que ce soit. Donc Meles Zenawi a été désigné par le TPLF. Et il s'est senti presque obligé de prendre les rênes et de gouverner. Donc il a pris le pouvoir, parce qu'on l'a désigné. C'est pas lui qui voulait, c'est pas comme Mengistu. Mengistu il voulait le pouvoir, il l'a pris, il a fait ce qu'il a voulu. Lui, Meles Zenawi, il a été désigné et il a eu une responsabilité. Il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc il a pris son courage à deux mains et il a accepté et il a dirigé l'Éthiopie. Et donc il a dirigé l'Éthiopie, et l'Éthiopie avant Meles, c'était l'Éthiopie des Laissés-Lassiers, c'est-à-dire une Éthiopie divisée, des gens qui étaient très riches, une capitale qui, aux yeux du monde, était formidable, mais tout le reste de l'Éthiopie, c'était souvent la misère. Donc Meles Zenawi, il a décidé d'arranger un petit peu tout ça. Il a continué à développer Addis Abeba, la capitale, c'est vrai. Et ça a beaucoup changé depuis que Meles était venu au pouvoir, mais quand même, il a développé aussi le reste de l'Éthiopie. Les routes, les ponts, les aéroports, des maisons, des maisons en construction en Éthiopie, c'est que ça, pratiquement. Ça s'est arrêté là maintenant avec la guerre, mais quand vous allez en Éthiopie, partout où vous passiez, c'est des maisons en construction. Donc il a vraiment développé l'Éthiopie et il a gouverné pendant 14 ans. Et pendant les 14 ans où il a gouverné, c'est vrai que c'est difficile de gouverner un grand pays comme l'Éthiopie, mais quand même, les gens n'avaient quand même pas trop à se plaindre. Il y a eu des écoles un peu partout. Il y a des ethnies qui étaient même pas éduquées, qui n'avaient rien, même pas d'éducation ni rien. Il a fait des écoles. Il a fait des hôpitaux, il a fait construire, enfin, il a développé le pays comme un pays normal. Alors c'est vrai que quand on allait en Éthiopie, pour quelqu'un qui connaissait rien, c'était un peu le jour et la nuit, c'est-à-dire on arrivait à Addis Abeba où on était dans pratiquement le 21e siècle, et on arrivait dans certaines régions d'Éthiopie où on était encore au Moyen-Âge. Mais oui, et encore au XXe siècle. Parce que c'était pas facile de développer comme ça. Mais quand même, pratiquement toutes les régions ont été développées. Avec une certaine autonomie. Les gens se plaignaient pas trop. D'ailleurs, il n'y a pas eu de guerre, déjà. Et donc, Meles a fait beaucoup de choses. Énormément de choses. Quand on regarde bien, il a fait beaucoup de choses. Il a vraiment développé l'Éthiopie. Et le problème, c'est que quand il est mort, il est décédé, de maladie, c'est un peu compliqué ce qui lui est arrivé, on n'arrive pas toujours à comprendre, mais enfin il est plus là. Pour le remplacer, c'était pas facile. Son bras droit, c'était de Salaigne, Aidé Mariam de Salaigne, qui a repris les rênes, mais apparemment, il n'a pas réussi, puisqu'il n'avait pas la tête trop sur les épaules. Puisqu'il n'est pas resté longtemps et qu'il n'a pas réussi à maîtriser les émeutes dans les universités et tout. Enfin, il a laissé l'Éthiopie dans la pagaille. Et le remplaçant, on ne savait pas qui mettre. Les Tigréens étaient encore dans les sièges au pouvoir, mais ils ont bien senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et ils n'ont pas voulu reprendre le pouvoir après de Salaigne, parce qu'ils se sont dit il y a quelque chose qui se passe, qui est pas normal. Donc ils ont laissé faire les Amaras parce qu'ils voulaient gouverner, les Oromos voulaient gouverner, tout le monde gouvernait, parce que les Amaras c'est simple, eux ils disent nous on est les plus nombreux donc on doit gouverner. Bon, alors si c'est comme ça qu'on gouverne, on va pas aller bien loin. C'est pas un critère de sélection ça pour gouverner un pays. Donc ils ont laissé faire, ils ont dit on désigne qui, ils ont désigné Abiy Ahmed Ali. Bon, personne ne le connaissait, on ne sait pas d'où il vient, donc eux le connaissaient un peu puisqu'ils étaient au gouvernement, mais les gens pas du tout. Et même le Tigray était d'accord pour Abiy Ahmed Ali. Bon, pourquoi pas. Et Abiy Ahmed Ali, il a commencé à faire plein de choses, mais des choses un petit peu bizarres quand même. Parce que Abiy Ahmed Ali, depuis qu'il est élu, qu'est-ce qu'il a fait ?
Ben rien. Il n'a rien fait. Est-ce que quelqu'un peut me citer quelque chose qu'a fait Abiy Ahmed Ali? Il s'est allié avec Isaias Afewerki pour faire la paix. Il a eu le prix Nobel de la paix d'ailleurs pour ça. Mais il s'est allié avec qui? Il s'est allié avec un dictateur. Un dictateur qui était encore dictateur à l'époque, même il était aux yeux des États-Unis, c'était comme un terroriste, quoi, je veux dire. Donc il s'est allié avec lui. On ne sait pas ce qu'ils ont fait comme document, comme alliance. On ne sait pas trop s'ils ont signé. Ça s'est fait entre eux. Donc on ne sait pas, en fait. Et puis, finalement, il devait y avoir des élections parce que il a été désigné. Quand on est désigné, on n'est pas élu. Donc si on n'est pas élu, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire parce qu'on ne peut pas changer les lois de la Constitution, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'est pas élu. Donc il y a des élections qui devaient être prévues. Abiy Ahmed a refusé ces élections sous prétexte de Covid. Bon, le Covid, tout le monde sait qu'en Éthiopie, il y a pratiquement rien en Covid. Même maintenant, il y a rien par rapport à ce qui se passe en Europe, dans d'autres pays. Donc c'est un faux prétexte, parce qu'il sait très bien que s'il y avait des élections, il n'aurait pas été forcément élu, et bon, ça aurait été compliqué pour lui. Donc il a repoussé ces élections. Les Tigréens qui étaient au pouvoir, qui n'étaient plus au pouvoir, donc qui n'étaient plus dans les sièges ni rien, ils sont retournés pratiquement chez eux. Ceux qui sont restés au pouvoir, bloqués, ils n'avaient plus rien à dire. Abiy Ahmed Ali, il a fait sa sélection, il a choisi ses partenaires, enfin ses gens, et les autres, plus ou moins, ont retourné au Tigray ou ont arrêté puisqu'ils ont été mis de côté. Donc les Tigréens, voyant qu'il n'y aurait pas des élections, ont décidé de faire des élections. Ils ont organisé des élections, qu'ils ont bien organisées. Il n'y a rien eu, c'était parfait, il n'y a pas eu de problème. Il y a eu des résultats qui étaient très nets et précis. Hein, donc, parti du TPLF, les Véanais, majoritairement pour le Tigray. Hein. Ça n'a pas plu à M. Abiy Ahmed Ali, qui a décidé comme de mettre dans une école à ses élèves, de punir le Tigray. Hein, comme si les Tigréens c'était des écoliers et qui devaient obéir à un maître et puis on va les punir. Et la punition, elle est sévère, puisqu'il a déclenché une guerre. Alors il a trouvé pour prétexte de déclencher cette guerre-là que des militaires tigréens avaient attaqué une base militaire. Ce qu'il oublie de dire à Abiy Ahmed Ali, c'est qu'il a envoyé à Kuya toute une équipe de soldats, de militaires éthiopiens appartenant à Abiy Ahmed Ali, attention, des équipes à lui qu'il a envoyées au Tigray pour arrêter des dirigeants, des militaires, pour neutraliser en fait l'armée éthiopienne. Malheureusement pour lui, il l'a fait discrètement, les Tigréens ont été prévenus. Les responsables tigréens ont été prévenus. Debretsion Gebremichael a été prévenu. Donc, quand ces troupes sont arrivées à l'aéroport de Kuya, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, ce qui est arrivé, les troupes militaires les attendaient, et il y a eu un accrochage, ils ont été tous pratiquement éliminés. Ça, il n'en parle pas, Abiy Ahmed Ali. D'ailleurs, comme il ne parle pas des milliers de soldats, je dis bien des milliers de soldats des troupes nationales éthiopiennes qui ont été tués, il n'en parle presque pas. Hein. Mais il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de morts de part et d'autre. Donc, il a pris ça comme prétexte. Hein. Ensuite, bon, c'est vrai que les militaires éthiopiens, voyant ça, il a bien vu qu'ils allaient être attaqués, il faut trouver une solution. Ils ont été prendre des armes dans les casernes, ils se sont isolés, ils ont regroupé tout le monde, et puis ils se sont préparés pour la guerre, parce que la guerre a été déclarée le 4 novembre. C'est ce qui est arrivé. Hein. Alors, on ne fait pas du maintien de l'ordre dans un pays avec des troupes nationales, l'armée, avec des missiles, avec des avions, avec des chars, avec des tanks. Où est-ce qu'on est là? On est dans des pays sous-développés, comme on dit. Hein. C'est de la folie. C'est vraiment de la folie. Donc, pour lui, c'était du maintien de l'ordre. Bah, si on fait du maintien de l'ordre comme ça, en 100 ans, il n'y a plus personne sur Terre, quoi, je veux dire. Hein. Donc, il a fait une grosse erreur. Il a franchi la ligne rouge.
Il a franchi une ligne rouge. Et il a continué. Non seulement il a franchi une ligne rouge, il a continué. Voyant que ses troupes n'arrivaient pas à maintenir cette cohésion, en 3-4 jours, en une semaine, ça devait être terminé. Dans 3 semaines, ils étaient encore là. Dans un mois, c'était pas terminé. Enfin, il n'y avait rien. Et la guerre continue. Il a demandé à Isaias, il a autorisé même pratiquement à Isaias de passer la frontière. Donc Isaias, c'est l'Érythrée, c'est plus l'Éthiopie, depuis longtemps. Ils sont indépendants. Donc, il a fait rentrer une armée étrangère dans son pays. Même s'il dit que c'est sans autorisation, ils sont rentrés comme ça, ils auraient dû se battre pour les chasser, pour leur dire, attendez, nous, on règle nos problèmes. Donc, déjà, rien que pour ça, il devrait passer en cour martiale. Alors, je dis bien en cour martiale, pourquoi? Parce que, en tant que Premier ministre, il est ministre de la guerre. Je ne sais plus quel grade il a dans l'armée, en fait, pas grand-chose. Il a fait l'armée, surtout dans l'ONU. L'ONU, on sait qu'ils ne se battent pas en général, ils défendent simplement. Donc on ne sait pas trop où il s'est battu, j'en sais rien. En tout cas, il s'est fait parachuter général, je ne sais plus où, je crois, dans un pays voisin, je ne sais plus où. En tout cas, maintenant il est général. Bon, alors un général qui fait du maintien de l'ordre dans son pays avec des chars, des tanks, des avions, des missiles, c'est inadmissible. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Voyanais, qui étaient armés, les militaires, et les Voyanais? Ils ont quitté simplement la capitale, pas pour déserter, ils ont quitté la capitale Mekele, parce que s'ils s'étaient restés dans la capitale avec les civils, ils se seraient battus, il y aurait eu un massacre de civils. Ceci dit, il y a eu le massacre de civils sans l'armée éthiopienne. Les Éthiopiens sont partis. Ils sont partis dans les montagnes, ils font de la résistance, ils vont continuer à se battre jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur indépendance au Tigray. Et donc, lui, il a occupé Mekele, il a fait des massacres de civils avec les troupes officielles qui sont comportés comme des brigands, comme vraiment des pire que tout, des militaires qui violent, qui pillent, qui rentrent dans les maisons, qui prennent le matériel, qui partent avec tout, qui détruisent les hôpitaux, ils ont tout détruit, ils ont détruit l'industrie. Les Érythréens qui étaient dans les troupes éthiopiennes ont amené tous les camions, tous les véhicules, toutes les motos, tout ce qui roulait au Tigray est parti en majorité en Érythrée, chez Isaias. Ils ont emmené tout l'armement qu'ils ont pu récupérer. La nourriture, ils faisaient même du trafic de nourriture. Ils prenaient la nourriture des gens et dans la journée, ils le vendaient à d'autres à qui ils ont volé, mais à d'autres personnes du Tigray. C'est un non-sens, quoi. Je veux dire, c'est catastrophique. Ils crèvent de faim, ils sont coincés. Les gens qui sont nourris au Tigray, c'est uniquement des gens qui sont avec Abiy Ahmed Ali, c'est-à-dire les militaires, les soldats, et les gens qui sont avec eux. Tous les autres crèvent de faim. On est obligé de leur envoyer dans les familles de l'argent dans des banques qui fonctionnent encore, il y en a très peu, où ils peuvent retirer un peu d'argent, parce qu'ils ont pillé toutes les banques, pris tout l'argent. Donc les gens ne peuvent pas utiliser l'argent, ils n'ont plus rien. Alors je ne vous parle pas de ce qui s'est passé à Humera, où ils ont passé la frontière, ils sont au Soudan. Enfin, il a détruit pratiquement le Tigray. C'est-à-dire les infrastructures économiques, politiques, militaires, sanitaires, tout. Il n'y a rien qui fonctionne du Tigray. Il a tout bloqué. C'est-à-dire, il a coupé l'eau, il a coupé l'électricité, il a coupé le ravitaillement, il a coupé les communications, c'est-à-dire qu'on pouvait pendant des mois, le premier mois, impossible de communiquer avec les familles. Maintenant, on sait ce qui s'est passé parce qu'on arrive à communiquer avec des familles et on sait vraiment les drames, ce qui s'est passé. Des familles où vraiment les femmes, les enfants ont été violés en permanence, et pas uniquement par les Érythréens et les fanaux, les fameux fanaux. Les fanaux, qu'est-ce que c'est? C'est des pillards qui suivent l'armée derrière et qui ramassent tout. Les militaires eux-mêmes. Ensuite, ils arrivent à Addis Abeba, ils paradent en discutant avec leurs lunettes de soleil, leurs kalachnikov. Vas-y, nous on est les plus forts, les meilleurs, la meilleure armée du monde. C'est Abiy Ahmed qui le dit lui-même. Il a la meilleure armée, les meilleurs soldats. C'est une armée de pilleurs, de violeurs, de massacreurs, quoi.
C'est inadmissible. On devrait leur arracher leurs galons et leurs médailles. Et tous ces généraux qui suivent Abiy Ahmed devraient être traduits en justice. Parce que les généraux sont responsables de leurs soldats. N'oublions pas que pendant la dernière guerre mondiale, qui s'est passée, quand je dis mondiale, c'était tout le monde, hein, en 39-45, les soldats qui violaient pendant la guerre, les soldats qui violaient, on les fusillait. Si c'était un homme du rang, il était pendu. Si c'était un officier supérieur, il était fusillé. Hein? Ça, c'est une réalité. Donc, tous ces généraux-là qui suivent Abiy Ahmed et qui se disent les meilleures armées du monde, ils devraient avoir honte. Dans une armée, on se bat contre des militaires. On ne se bat pas contre des civils. On ne vole pas des civils. On ne viole pas les femmes. C'est pas un cadeau de l'armée pour la récompense pour ce qu'ils ont fait. C'est une honte, une honte. Il faut le crier au monde entier, ça. Stop, parce que... Maintenant, on peut parler de l'avenir du Tigray. Bon, l'avenir du Tigray, à l'heure actuelle, il est bien compromis. C'est-à-dire que, bon, il n'a pas d'avenir pour l'instant. Mais il y a une chose qui est très importante pour le Tigray. Tout de suite, dans l'immédiat, il y a une chose à faire, c'est nourrir la population. Ça, c'est indispensable. On ne peut pas parler de l'avenir du Tigray, qu'est-ce qu'on va se passer après comme ça, si on ne nourrit pas les gens tout de suite. Il faut absolument que l'aide humanitaire, que les Nations Unies, que tous les ONG, les organismes puissent rentrer, donner de la nourriture, mais pas accompagner avec les militaires éthiopiens, libres. Ils amènent leurs camions, ils amènent leur nourriture et ils distribuent eux-mêmes, et que les gens racontent ce qu'ils veulent, ils ont le droit, ils sont libres. Accompagner des militaires, ça ne sert strictement à rien. Parce qu'ils ne vont pas distribuer la nourriture aux bonnes personnes. Les bonnes personnes, c'est dans tous les villages. Pour l'instant, ils s'occupent de Mekele, une partie de Mekele. Il ne faut pas oublier que Abiy Ahmed occupe, avec les Érythréens et toutes les troupes qu'il a amenées, ils occupent à peu près 80%, en gros, du Tigray. Donc, tous ces gens-là, ils empêchent les ONG de venir. Il faut absolument qu'on donne à manger aux Tigréens et qu'ils arrêtent de souffrir, qu'ils mangent. Après, on peut discuter. Ensuite, la deuxième chose, qui est très importante, il faut qu'ils quittent le Tigray. Il faut que les troupes, toutes les troupes étrangères déjà en premier, les troupes étrangères, les Érythréens, les Somaliens qui sont là, les Érythréens, enfin bon, surtout les Érythréens qui sont là, quittent le Tigray, les troupes d'Abiy Ahmed, les troupes fédérales, quittent le Tigray a ses troupes, le Tigray a sa police, le Tigray doit reprendre ce qu'il avait avant. Il doit retrouver une sérénité. Il ne pourra retrouver cette sérénité que quand les troupes auront quitté le Tigray. Ensuite, on peut on peut reconstruire le Tigray. On pourra discuter, même avec le gouvernement, savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Le Tigray, maintenant, vu ce qui s'est passé, il faut demander au Tigray, à tous les Tigréens au Tigray, et surtout à la diaspora, tous les Tigréens qui sont en diaspora, qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Est-ce qu'ils veulent rester éthiopiens, tigréens dans l'Éthiopie, ou est-ce qu'ils veulent leur indépendance, tigréens tout seuls, avec leur indépendance? Parce que ce qu'on leur a fait, c'est impardonnable, c'est innommable. On a l'impression de se retrouver dans la guerre, les Juifs contre les Allemands qui étaient dans les camps de concentration. C'est un peu l'image que j'ai, c'est un peu ça. Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Si c'est possible, il faut que les Éthiopiens le disent. Est-ce qu'ils veulent leur indépendance maintenant, ou est-ce qu'ils veulent continuer dans une autonomie un peu avec les Éthiopiens? Ça, c'est pas moi qui peux le dire, je peux pas juger pour les Tigréens. Par contre, si j'ai un conseil à leur donner, l'indépendance, il n'y a rien de mieux. La liberté, il n'y a rien de mieux. Ça n'a pas de prix. La liberté, vous l'aurez si vous êtes libre. Si vous n'êtes pas libre, si vous dépendez d'un autre pays, vous dépendez d'un chef. Regardez, il y a eu tous les Négus, il y a eu les Sélassié, il y a eu Mengistu, maintenant il y a Abiy Ahmed, mais après il y aura quelqu'un d'autre. Il y aura toujours un petit colonel qui va venir et puis qui va taper du poing sur la table et dire, ça y est, moi je vais gouverner.
Donc, c'est fini ça, c'est terminé. On a passé ces époques-là. On arrive au 21e siècle, au 22e siècle, c'est fini. On doit avoir un peuple qui doit vivre libre, normalement, avec tout le monde à peu près. On peut pas être égal, tout le monde sait qu'on sera jamais égal. Mais la justice, une justice. La justice en Éthiopie, il n'y a pas. Addis Abeba, les juges, la Cour suprême d'Éthiopie, elle obéit à Abiy Ahmed. Vous vous rendez compte? Hein, les militaires obéissent à Abiy Ahmed, mais Abiy Ahmed c'est qui? C'est rien. Hein, dans quelques années il sera plus là. On mettra quelqu'un d'autre. Donc il aura fait des dégâts incommensurables. Et tout ça pour un seul type qui est là, qui a été mis au gouvernement. Mais Hitler c'était pareil, regardez, on l'applaudit. Alors les gens ils disent, mais pourquoi on a pu mettre un gars comme ça? Ben, c'est pas facile. C'est pas facile. Le tout, c'est il faut savoir le déloger. On a su le mettre, on doit pouvoir le déloger. Alors, je comprends pourquoi les gens le soutiennent. Les Amaras qui sont avec lui le soutiennent. Pourquoi? Parce que eux, ils veulent gouverner, ils veulent même leur indépendance. C'est encore pire que ça. Ils veulent leur indépendance. Les Oromo veulent leur indépendance. Chacun veut leur indépendance. Bon, attends, à ce moment-là, il n'y a plus d'Éthiopie. Chacun est indépendant, on divise l'Éthiopie. Donc, Abiy Ahmed a bien compris ça. Il a abandonné pas mal de petites idées qu'il avait, parce que lui, dans sa tête, Abiy Ahmed, il voudrait bien être Négus plus que le Négus, mais ça, c'est pas possible. Il a compris que c'était pas très possible. Donc, il se venge sur les Tigréens, parce que les Tigréens, c'est impossible. Hein, jamais on retrouvera la royauté. Vous savez, en France, nous, on a des royalistes aussi, ça existe toujours. Hein. Il y a même des bonapartistes, des napoléoniens, des bonapartistes. Mais bon, ils ont le droit, ils vivent leur vie, mais ils vont pas renverser le gouvernement. Hein. Ils ont le droit d'aimer les rois, ils ont le droit de... Ça, c'est leur problème. Mais en tant que peuple, c'est fini. Les rois, on n'en aura plus. Enfin, je pense pas, en tout cas. Bon, pour l'Éthiopie, je ne sais pas ce qu'ils veulent, il faut leur poser la question. En tout cas, moi, pour l'avenir du Tigray, je ne vois que l'indépendance.